La formation dans les facultés agronomiques est-elle toujours en adéquation avec les exigences du monde agricole? Eh bien, la question sera abordée dans ce numéro de votre émission. Bonsoir à tous, un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver pour ensemble partager un moment de télévision très agréable. Alors, le premier acte, comme vous le savez, c'est déjà de vous faire voir le temps qu'il fera demain. C'est la météo. Pour ce soir du 26 septembre, les acteurs du monde agricole seront servis. Les formations académiques et celles reçues sur le terrain épousent-elles toujours les besoins actuels du monde agricole? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec notre invité, en tout cas l'invité de Estelle Pazou dans le monde agricole. Il est un étudiant à la faculté des sciences agronomiques. Elle vient de commencer la rentrée académique ou la rentrée scolaire 2018-2019. Le coach Marcel Lefond viendra autour de cette table pour poursuivre ces échanges sur la boîte à outils du coach. Que retenir? C'est pour tout à l'heure. Restez donc avec nous. Et puis, le transport fluvial pourrait-il apporter quelque chose de plus pour le tourisme béninois? Un guide touristique est attendu dans les minutes qui vont suivre pour ensemble échanger avec nous autour de cette thématique. Voilà pour ce qui est du menu autour de cette table, chers amis téléspectateurs. Et vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi la participation, la contribution des collègues de la rédaction. Ce soir, c'est Estelle Pazou qui est déjà là. Dans son décor, elle nous a présenté le 12-45. Elle revient pour le 19-45. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbataou. Voilà les titres avec vous tout de suite. Alors, dans le journal ce soir, on évoque le rôle de la jeunesse dans la prise des objectifs de développement durable 3 ans après l'adoption de l'agenda 2030 pour protéger la planète. On s'intéresse également au sort des personnes retraitées, surtout en ce qui concerne l'établissement dans le délai de leur livret de pension. Et puis, nous ferons un tour au marché de Nicebo. Là-bas, on y vend des friperies, mais on y rencontre aussi des tailleurs qui sont des spécialistes du rafistolage. Gardez votre attention pour les détails. Et voilà, c'était donc là les grandes articulations de ce journal. Le 19-45, à la présentation retrouvée, Estelle Pazou qui va nous rejoindre. Alors, tout ce qui concerne l'actualité sur la toile ActuWeb sera également au rendez-vous avec Fulgencia Routondi. Et puis, chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour vous conduire d'une rubrique à une autre. Installez-vous confortablement, prenez place, ça va décoller et on démarre par le monde agricole.
Le monde agricole, je le disais tantôt, le débat de l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi est déjà connu, mais ce soir, nous, on s'intéresse particulièrement à ce qui se fait dans le monde agricole et il est attendu ici, Monsieur Farid Atindeou, étudiant à la FSA. Mais avant, je vous convie à regarder ce reportage qu'a réservé pour nous Estelle Pazou. Le rêve, un jour, c'est d'arriver à faire pousser ses légumes et ses fruits sans engrais chimiques et sans aucun procédé qui nuise à la terre et surtout à la santé de l'homme. Mais en amont, il y a un facteur essentiel, les formations dans les lycées et facultés agricoles. On fait des cours concernant la production végétale, la production animale, la nutrition, la transformation alimentaire, l'aménagement hydro-agricole aussi. L'entomologie, ça étudie les insectes, la production végétale, la production animale, la botanique. Autant de cours qui constituent les curricula de formation. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ces curricula sont élaborés pour répondre à un besoin spécifique. La formation donnée à la FSA, je dirais, est en adéquation avec nos réalités agricoles, d'autant plus que l'élaboration de nos curricula, ça a été fondé sur les besoins du terrain. Et ces curricula qui ont été élaborés, on les révise périodiquement. Pour ainsi dire que les cours dans les facultés et lycées agricoles subissent des mises à jour. L'agroécologie, l'agriculture biologique, la production d'engrais naturels, ces concepts indissociables de l'agriculture contemporaine y ont une place de choix. Et que dire alors de la pratique? À la FSA, la formation n'est pas assez uniquement sur la théorie. Il y a une bonne partie de pratique qui se réalise. En dehors de ça, la FSA organise à ses étudiants des stages de découverte du milieu réel. Et au cours de ces stages, ces étudiants sont placés auprès des producteurs agricoles. Et ce qui leur permet de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et pour s'imprégner des réalités sur le plan agricole de notre pays. Visiblement, ces stages pratiques ne répondent pas à suffisance aux besoins des étudiants. Il faut reconnaître que le temps accordé aux pratiques ne sont pas si importants. Nous voulons plus de pratique. Parce que quand tu es sur le terrain, on fait près de 6 mois de cours théorie et c'est seulement 1 mois de stage on fait. Bien vrai, il y a des stages internes, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on a appris en ça. Un point essentiel à prendre en compte pour la marche vers une agriculture durable. En tout cas, cela reste un défi aujourd'hui partagé par l'ensemble des nations de la planète Terre, une agriculture durable. Alors, les étudiants, on retient qu'ils ont soif de connaissances, ils attendent qu'on ajoute en plus de la théorie beaucoup de pratiques. Estelle Pazou, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Guata. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Rebonsoir, parce que tout à l'heure vous étiez déjà ici avec nous pour le sommaire. Bonsoir Monsieur Farid Atindeou. Bonsoir Madame. Vous êtes étudiant donc à la faculté des sciences agronomiques. Alors vous êtes là en face de Estelle qui va conduire les échanges avec vous. Bonsoir. Alors déjà la première question elle est celle-ci. Monsieur Farid Atindeou, quelles sont les matières principales à vous enseigner aujourd'hui dans votre classe à la faculté des sciences agronomiques? Je vous remercie beaucoup. Je vous répondrai en disant les matières principales enseignées dans notre amphi. Parce que ce n'est pas une salle de classe, c'est une amphi. Ok. Je vais commencer par la physiologie végétale, la physiologie animale, la pédologie, l'agrométéorologie, la statistique, la botanique, la zootechnie, qui constituent les matières principales qui entrent en ligne de compte pour la formation des agronomes. Et selon vous, quelles sont les relations qui lient toutes ces matières-là aux réalités agricoles que nous connaissons aujourd'hui? Il y a une relation directe entre ces matières et les réalités agricoles aujourd'hui, puisque ces matières nous amènent
à découvrir le monde rural, qui est d'ailleurs notre monde d'activité, à comprendre ce monde, à connaître le mode de fonctionnement de ce monde, à comprendre sa psychologie et aussi à savoir les dispositions nouvelles qu'il faut prendre en face des spéculations en ce moment de changement climatique. Il faut aussi noter que ces matières nous conduisent à l'initiative agricole, c'est-à-dire à avoir des connaissances dans le monde de l'agriculture, de l'agronomie. Et qui parle de l'agronomie parle forcément de la pratique. Et cette pratique à laquelle nous attelons dans notre faculté est appelée à nous conférer une bonne formation qui pourra nous permettre d'être compétitifs sur le terrain. Voilà un peu. Alors, selon vous, ces cours que vous avez à la faculté des sciences agronomiques, est-ce que finalement c'est pour être prêt à être employé sur le terrain? Oui, je vous dirais oui. Ces cours nous amènent à être employés directement sur le terrain. Et quel genre d'employé? Je ne vous coupe pas. À la faculté, quand tu sors, tu deviens soit technicien quand tu es dans le cycle licence, master, doctorat. Quand tu obtiens la licence, tu deviens technicien en agronomie. Et si tu poursuis, tu obtiens un master. Mais quand tu es dans le cycle ingénieur, tu finis les 4 ans, tu obtiens un diplôme d'agronomie générale et en 5e année, le diplôme d'ingénieur. Donc, à la fin de la formation, soit c'est pour devenir technicien en agronomie, soit ingénieur en agronomie. D'accord. Voilà. Maintenant, et selon vous, tout ce que vous avez comme cours à la faculté des sciences agronomiques, c'est pour être prêt et répondre aux réalités que nous avons en la matière? Je vous dirais oui. Oui, mais il faille revoir certaines choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut justement revoir? Voilà. Il faut d'abord commencer par la masse horaire. La masse horaire des cours. Du côté de la théorie comme de la pratique. À la faculté, nous avons tendance à beaucoup plus s'appuyer sur la théorie. Or, le monde de l'emploi, le monde professionnel aujourd'hui est en plein essor. Et il y a des réalités sur le terrain à laquelle nous n'étions pas forcément habitués et dans notre système de formation, puisque le système est court et le monde professionnel, c'est pour toute la vie. Donc, il y a des réalités, des situations à laquelle les aînés, par exemple, qui sont sortis, ont été confrontés et n'ont pas su forcément comment s'adapter. C'est vrai, ils sont des agronomes et ils doivent avoir la capacité d'adaptation, mais une fois que la situation n'était pas familière à elles, elles ne savent pas toujours comment il faut le faire. Donc, je demanderai du moins que les masses horaires soient revues. Du côté de la pratique, nous avons besoin de beaucoup plus de pratique. Revues à la hausse. Revues à la hausse, voilà. Nous avons besoin de beaucoup plus de pratique pour faire asseoir notre formation. Sinon, tous les cours, toutes les matières qu'on nous donne, c'est pour être prêt à être employé, à être compétitif sur le monde hors caméra, quand on faisait le reportage L'élément témoin qui est passé hors caméra, il y a un étudiant qui nous a confié que, en réalité, parfois quand ils vont au stage, c'est pour nettoyer les loges des animaux. Est-ce votre cas aussi? Non. Ça, il veut parler des stages internes. Les stages internes, à la FSA, il y a 2 sortes de stages. Les stages internes qui se font en pleine année académique et les stages externes qui se font en fin d'année académique. Lors des stages internes, il y a plusieurs ateliers. À l'atelier de porciculture, par exemple, arrivé là, il y a à la porciculture, oui. C'est lié au porc? Oui, okay. Spécialement au porc. Et il y a des activités que vous êtes forcés d'exécuter. Il y a l'entretien des loges. Vous êtes tenu de donner à manger au porc et beaucoup plus d'autres activités. Il y a aussi la culture des aliments, ce que les porcs consomment, que vous êtes obligé de faire lorsque vous êtes dans cet atelier. Et c'est juste pour un temps. Ce n'est pas vous êtes dans l'atelier durant toute l'année, puisque vous êtes appelé à passer dans tout ce qu'il y a comme Est-ce que atelier. ce passage, il est facultatif ou obligatoire? Non, il est obligatoire. Tout le cursus? Tout c'est ça, obligatoire. Ça fait partie de la formation en réalité. Ça fait partie de la formation. Et vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Est-ce que vous ressentez que vous avez des besoins particuliers pour être prêt à être employé? Oui, il y a des besoins particuliers. Vous voyez, par rapport à certains cours,
il faut des sorties. Il faut des sorties pour aller toucher du doigt la réalité du terrain qui a rapport à ce cours, ce qui n'est pas toujours fait. Vous voyez? Donc, il faut désormais que cette manière de faire, cette manière de voir soit inclue dans la formation pour que nous puissions désormais nous dire que oui, une fois que nous sortirons de la FSA, on n'aura plus de doute sur comment aborder les sujets, comment réagir sur les terrains et face à n'importe quelle situation. Alors, si on revient un peu sur la question de la pratique, vous aviez dit, enfin, pas vous, l'étudiant a dit dans le reportage que c'est 6 mois de cours théoriques et 2 mois de pratique. Un mois seulement de pratique. À votre avis, quelle serait la période appropriée pour avoir beaucoup plus de notions dans la pratique? Beaucoup plus de notions dans la pratique. Sinon, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien cerné votre question. Au lieu, par exemple, de faire des cours théoriques pendant 6 mois et de faire la pratique pendant un seul mois, qu'est-ce que vous auriez proposé en matière de période pour la pratique? Je vois. Je proposerais simplement qu'au fur et à mesure que les cours se font, il faut prévoir par semaine au moins un jour de pratique, au moins par semaine. Et ces pratiques ne seront pas forcément liées au travail de la terre, non. Ça sera lié à la mise en pratique des cours, des notions que nous avons reçues dans les différentes matières, histoire de pouvoir s'approprier réellement ces cours et de pouvoir les utiliser. Appliquer sur le terrain par la suite. Voilà. Mais il y en a qui disent qu'il ne faudrait pas que les agronomes en formation se trompent, que l'agronomie c'est beaucoup plus sur le terrain, que ça se pratique, mais plutôt que dans les bureaux. Mais quand vous dites tout à l'heure qu'il faut un certain temps pour s'approprier les notions, je ne vois pas un peu. Il faut partir d'un point A pour atteindre un point B. Le point A ici, c'est les cours théoriques. Sans les cours théoriques, nous ne pouvons pas faire la pratique, puisque c'est ce qu'on nous dit dans les cours théoriques qu'il faut désormais pratiquer. Et sans la théorie, il ne peut pas y avoir de la pratique. Certes, nous avons besoin de la pratique, puisque l'agronomie, c'est beaucoup plus la pratique, et ça se fait sur le terrain d'ailleurs, mais il faut nécessairement un temps de cours théoriques pour s'approprier les notions afin de pouvoir les appliquer sur le terrain. Et ce que je dis, ce n'est pas qu'il faut forcément délaisser les cours théoriques au profit de la pratique. Non, ce n'est pas qu'il faut délaisser ça. Il faut juste réduire les masses horaires des cours théoriques au profit de la pratique pour que nous puissions désormais avoir beaucoup plus, nous puissions être plus relax dans nos exécutions sur le terrain. Formation. Je ne sais pas si vous êtes dans le cycle ingénieur ou bien si vous êtes dans la... OK. Alors, est-ce que vous estimez qu'avec les cours que vous avez et peut-être les cours que vous aurez à la fin de votre formation, vous êtes apte à bien faire votre travail? Je vous répondrai oui. Et pourquoi vous le dites? Oui, parce que l'agronomie, d'abord, c'est la science qui s'occupe des problèmes physiques, chimiques et biologiques de l'agriculture. Et l'agriculture, par définition, c'est l'art de produire et d'élever les animaux domestiques. Alors, si ces matières, si ces cours que nous recevons à la faculté nous permettent de connaître les problèmes liés au monde agricole, d'essayer de trouver des solutions liées à ces problèmes, alors je pense qu'à la fin de la formation, nous allons être capables d'utiliser ces solutions que nous avons eu à trouver entre-temps par rapport aux problèmes lors des cours et le travail sera facile. Et à votre avis aujourd'hui, quels sont les réels besoins justement du monde agricole aujourd'hui quand on regarde le secteur tel qu'il se présente? Bon, à mon avis, je dirais tout simplement que l'agriculture au Bénin ne bénéficie pas de tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, l'agriculture, tout le monde dit que l'agriculture est le socle du développement de l'économie, mais la politique autour de l'agriculture n'est pas celle qu'il faut pour la faire décoller. La preuve est que depuis des années, nous sommes toujours au même niveau
de développement parce que notre agriculture n'a pas décollé. Mais vous n'allez pas dire que l'agriculture n'a pas vraiment décollé. Il y a des avancées qui se font, mais c'est juste que ce n'est pas encore assez visible, assez perceptible, je crois bien. Sinon, il y a à chaque fois quand même de toutes petites avancées qui se font. On n'aura pas malheureusement le temps d'aller au-delà de ce que nous avons eu à dire déjà. Estelle Pazou, je vous laisse le soin quand même de le remercier, de conclure. Vous le faites déjà si bien. Et aujourd'hui, on a reçu un étudiant et j'espère que demain, on aura un professeur de la FSA qui va donner aussi son avis sur le sujet. C'était donc Le Monde agricole, chers amis. Alors nous poursuivons et c'est à présent Marcel Effon qui va s'installer. Acte 2 de la boîte à outils du coach pour une rentrée scolaire zen. Marcel Effon, bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Karamatu. Alors la rentrée, elle a commencé, déjà nous sommes dans la deuxième semaine et il faut l'aborder avec sérénité. J'espère que c'est le cas chez les parents et les apprenants, quel que soit leur niveau. En tout cas, vous, en tant que coach motivateur, vous avez votre fameuse boîte à outils et les échanges ont démarré mercredi dernier. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif pour ceux-là qui n'ont pas eu cette chance de vous suivre la dernière fois? Merci Madame Karamatu, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis la semaine dernière, précisément le mercredi dernier, et qui sont certainement au rendez-vous de cette communication de ce jour. Et évidemment, on avait abordé la boîte à outils du coach des parties prenantes, bien sûr, du système éducatif. Et en ce sens, on s'était adressé spécifiquement le mercredi dernier alors aux élèves, aux étudiants, aux apprenants tout court et également aux parents. Et comme je le disais, parmi ces parties prenantes, nous avons également les enseignants, nous avons, pourquoi pas, les gouvernants et plus loin, les nounous de la maison qui s'occupent de tout le monde. Si on a le temps, naturellement, oui. Si on a le temps, on en parlera parce que c'est très capital. Ils jouent un rôle très important. On devrait pouvoir alors les prendre comme des parties prenantes dans le système éducatif aujourd'hui. Et sans plus tarder, comme je le disais tantôt, les enseignants... Est-ce qu'on aborde là l'acte 2 ou bien nous sommes toujours dans le récapitulatif? Oui, nous allons aborder l'acte 2 pour permettre aux téléspectateurs et qui nous suivent de disposer d'assez de temps pour qu'on puisse parler de ces trois parties prenantes. Et qu'est-ce qu'on doit retenir alors de cet acte 2 aujourd'hui? Alors de cet acte 2, nous avons ces trois grandes parties prenantes dont je viens de citer leur nom, à savoir les enseignants, les gouvernants et également ceux qui nous aident à garder la maison. J'insiste là-dessus. On n'avait pas cette habitude, Marcel Effon, de les intégrer justement dans notre système éducatif. Mais malheureusement, ces personnes-là, il se fait qu'elles jouent un rôle aussi déterminant dans l'éducation de nos enfants. Mais on semblait l'ignorer en fait. On semblait l'ignorer. Je vais vous montrer tout à l'heure en quoi ils sont très importants dans le système éducatif des enfants et tous parents qui également collaborent avec ces personnes qui nous complètent dans nos travaux à la maison. Les parents qui nous suivent en ce moment savent que ces gens-là jouent un rôle très important. Donc, ils font partie des parties prenantes. Parlant certainement des enseignants, je voudrais dire que les enseignants dans le système éducatif sont des gens très importants. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous mes enseignants, tous les enseignants qui ont contribué à ce que nous sommes devenus, à ce que nous sommes en train de devenir, parce que tout l'honneur leur revient. Mais ils doivent comprendre que c'est un rôle très vocationnel. Et j'en profite pour aborder le premier volet de leur engagement, qui devrait d'abord être un rôle qui consiste à amener d'abord les apprenants à intégrer le milieu scolaire. Lorsque vous recevez des enfants, les enfants parfois, les parents les contraignent pour aller à l'école, parce qu'ils n'ont pas encore fait alors sien le projet des parents. Alors quand ils viennent à l'école, aussi adultes qu'ils sont parfois, ils sont dépaysés. Mais moi, je pensais plutôt que c'était les tout petits, déjà la maternelle, qui se comportent de la sorte. Ah non. Parfois, vous êtes au collège, vous venez au cours pour la première fois dans la nouvelle année, vous êtes tout inquiet parce que le nouveau professeur qui va prendre telle matière, qui est une matière casse-tête pour vous, vous posez beaucoup de questions. Peut-être que ce professeur déjà avait une étiquette et quand vous voyez ce professeur dans votre classe, vous dites « Waouh, c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui va travailler avec moi en physique, en mathématiques cette année, ça va être dur, ça va être chaud. » Donc, c'est des inquiétudes. Alors, l'enseignant devrait pouvoir, ces premiers jours-là, ces premiers contacts, prendre conscience de ce qu'il doit jouer le rôle d'intégration
alors des apprenants, qu'ils soient des enfants ou qu'ils soient des adultes, même à l'université. Vous savez, à l'université, vous venez pour la première fois dans un amphithéâtre, mais vous êtes inquiet, vous posez beaucoup de questions. Comment est-ce que ça va se passer? On se cherche dans tous les sens. Le rôle de l'enseignant devrait pouvoir être alors, dans ces premiers pas-là, un rôle d'intégrateur. Celui qui permet à tout le monde alors de calmer les esprits et de se dire nous sommes là pour faire travailler le cerveau et non pour se faire de la guerre. Marcel Efo, mais il se fait qu'il y a certains enseignants, certains maîtres, certains professeurs qui, quand on les voit, c'est le stress qui monte à son paroxysme. Malheureusement, il y en a, je me rappelle de ces professeurs qui nous avaient gardés et qui se mettent parfois de la terreur, voilà. Mais à tort. Et ils ne le font pas méchamment, mais pour eux, c'est la manière pour eux de faire passer le message, de garder des gens, de tenir des étudiants ou des apprenants alors en alerte pour qu'ils puissent recevoir le message. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est dépassé, c'est du déjà vu. Il y en a qui continuent de le faire, mais les responsables pédagogiques devraient pouvoir offrir, pourquoi pas, des formations à ces apprenants, à ces enseignants, afin qu'ils comprennent qu'ils doivent jouer a priori le rôle d'intégrateur, c'est-à-dire ceux qui font de ces élèves-là des gens qui commencent à adorer le milieu scolaire dans lequel ils se retrouvent et qu'ils commencent à faire de ce milieu-là un aire de jeu et qu'ils se disent « waouh ». C'est important. L'enseignant ne doit pas être donc un bourreau pour l'élève. Pour les apprenants, c'est capital. Il ne devrait pas l'être. Il devrait être plutôt celui qui permet aux enfants de dire il faut que j'aille à l'école, il faut que j'aille un accompagnateur, un intégrateur. Celui qui crée des conditions pour que ceux dont les enfants ont peur le matin en quittant la maison devienne la chose alors qu'ils recherchent le plus. Premier rôle pour les enseignants. Le deuxième rôle que l'enseignant devrait jouer au cours de cette année pour faciliter alors l'éclosion du cerveau ou de la capacité des enfants à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est le rôle que j'appelle le rôle alors d'intégration vocationnelle. C'est-à-dire le rôle d'intégration vocationnelle devrait pouvoir alors se greffer au premier rôle qui est le rôle d'intégration scolaire. La vocation des enfants, les parents ont conduit les enfants à aller à l'école comme je l'ai dit. Les parents voudraient que des enfants deviennent des médecins, les parents voudraient que des enfants deviennent par exemple des chirurgiens, qui deviennent par exemple des professeurs, qui deviennent des politiques. Demain, ils ont beaucoup de volonté, alors beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves pour ces enfants. Mais vous comprenez, généralement, aussi adultes que soient parfois ces enfants-là, ils n'ont pas un objectif précis à atteindre. Ils n'ont pas une passion, ils n'ont pas une vocation. Ils sont peut-être perdus dans une pléthore d'idées et de choses, même parfois des super-héros qu'ils ont regardés, qui les ont fascinés, qui ont impacté, pourquoi pas, leur vie. Alors, les enfants continuent de rester dans ces choses-là. L'éducateur est la personne qui doit pouvoir les amener vers leur passion. Et les orienter. Les amener vers leur passion, leur vocation. Ce qui devrait pouvoir faire que ces enfants-là, quand ils quittent la maison, comme je l'ai dit a priori, s'en vont plutôt sur des aires de jeu et non par quelque part où ils sont stressés, ils sont coincés. Et on l'a dit plusieurs fois ici, dans la science, dans la neuroscience, un enfant devient brillant lorsque cet enfant réussit alors à faire travailler ses neurones. Et les neurones fonctionnent lorsque l'enfant est libre, lorsque l'enfant est capable alors d'être un enfant loisible, lorsque cet enfant ne vit pas sous stress, lorsque cet enfant n'est pas dressé alors comme on dresse les animaux. Donc les enfants devraient pouvoir alors retrouver chez leurs enseignants cette passion, cette vocation. Ils doivent découvrir leur vocation à travers les pas que pose l'enseignant pendant qu'il est en train de les éduquer. Et c'est capital. Vous imaginez, nos enfants passent beaucoup plus de temps dans ces milieux qu'avec nous, à la maison, avec les parents. Les parents ne sont que des rêveurs. Les parents ne sont que des gens qui ont de la volonté, mais qui mettent à disposition tous les moyens. Mais ces enfants, a priori, ce qu'ils font d'eux, ce qu'ils deviennent, c'est les éducateurs, c'est les enseignants. Donc, ils devraient pouvoir alors travailler avec passion, mais pour montrer également à ces enfants alors comment est-ce qu'ils devraient pouvoir, dans ce milieu, alors découvrir leur vocation et de se mettre au travail. Et tout enfant, comme je vous le dis, a le devoir d'étudier, de rester vraiment égal à lui-même, naturel. Et les enfants, vous allez voir, ils sont terribles. Les enfants n'ont pas les mêmes moyens ou les mêmes manières alors de capter l'information, de l'utiliser. Il y en a qui ont une mémoire visuelle, il y en a qui ont une mémoire sensationnelle, il y en a qui ont une mémoire alors kinésithérapeutique, kinésithérapeute, ou des mémoires où lorsque les enfants doivent apprendre, il faut qu'ils soient en mouvement, il faut qu'ils soient en train de faire quelque chose. L'enseignant doit aller au-delà alors du simple mécanisme de dicter des cours,
de parler devant les enfants, il devrait pouvoir alors s'adapter à la qualité ou à la capacité d'enregistrer, de pouvoir rendre de chaque enfant selon ses moyens et ses capacités à pouvoir le faire. Ça fait le deuxième rôle. Ça fait le deuxième rôle. Le troisième rôle, toujours pour l'enseignant, c'est le rôle que j'appelle le rôle alors de développement personnel. Il y a des enfants qui quittent la maison traumatisés. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des parents qui, par mégarde, alors ont des attitudes, des comportements qui violent les enfants. Un matin, par exemple, lorsque votre nounou, j'ai parlé du rôle des nounous ou des gens qui nous accompagnent à la maison. Oui, lorsque votre nounou est fâchée le matin parce qu'on l'a obligée à se réveiller à 5 heures pour aller s'occuper des enfants. Elle est fâchée, alors elle réveille l'enfant ne se réveille pas. Elle traumatise l'enfant peut-être en lui harcelant quelques coups, peut-être en lui jetant de l'eau sur le corps. Cet enfant est traumatisé le matin. Et ces traumatismes-là restent sur l'enfant. Vous, parents, peut-être, vous n'êtes pas réveillés. Vous dites, j'ai confié le rôle alors d'apprêter les enfants à la nounou qui le fait très bien. Mais elle s'organise pour que vous ne voyez rien de tout ça. Alors l'enfant va à l'école traumatisé. L'enfant va à l'école malade. L'enfant va à l'école avec un esprit étriqué ou de peur ou de stress. Cet enfant, alors, l'enseignant devrait pouvoir commencer à jouer le rôle de développement personnel. Mais justement, si cet enseignant n'arrive pas à avoir des indicateurs pour l'orienter sur le fait qu'il y a quand même un petit souci chez X ou Y, comment est-ce qu'il pourra lui apporter son aide, Marcel Lefond? Vous savez, c'est dommage chez nous que dans une classe, dans une salle de classe, nous avons 100 élèves, nous avons même 50. C'est dommage. Je dis bien c'est dommage. Parce que le rôle de l'éducation des enfants, on devrait pouvoir personnaliser ce travail. Vous imaginez un enseignant qui a juste 10, 15, même 20, c'est jouable. Dans une salle de classe, cet enseignant alors a ses yeux, son regard sur chaque enfant. Dans un créneau de 8 heures à 10 heures avant que l'enfant n'aille à la récréation, il devrait pouvoir percevoir que cet enfant alors est en train de vivre un stress. On ne peut pas alors éduquer tous les enfants de la même manière. Donc, je crois que c'est un paradoxe et ça fait partie des recommandations que je ferai tout à l'heure lorsqu'on va aborder le rôle, pourquoi pas, des gouvernants. Donc, on évolue alors. Ça fait 3 points, donc, ça fait 3 points pour les enseignants. Essentiels pour les éducateurs. On en a beaucoup, mais ces points-là sont très importants. Ils doivent jouer le rôle, comme je l'ai dit, en dernière position, alors, du développement personnel, de ceux qui perçoivent alors l'état d'esprit, l'état d'âme de l'enfant. Parce que si les conditions émotionnelles ne sont pas créées, cet enfant est bien ce qu'il est. Il a les 1 milliard de neurones que tous les enfants ont, mais il ne pourra pas alors les mettre en exergue pour pouvoir se développer, capter, pouvoir rendre. Donc, il faut que l'enseignant puisse percevoir ce besoin de développement personnel en le motivant, en le réveillant, en le sortant de son stress et en le ramenant simplement dans la classe afin que cet enfant commence à jouer, à s'amuser, pour apprendre. Alors, on va prendre une autre partie prenante. La 4e partie prenante, oui, comme je l'avais annoncé dans cette conversation, alors c'est les gouvernants. Comme je l'ai dit précédemment, les gouvernants aujourd'hui doivent comprendre. Il y a des normes qu'a prescrit alors l'UNESCO. L'effectif dans une salle de classe est indispensable. Si on a besoin de mains, alors des gens qui pensent bien, de bons cadres, de bons entrepreneurs, de bons enseignants, de bons professeurs, de bons chirurgiens, de bons médecins, même de bons dirigeants au point de vue politique, alors c'est aujourd'hui. Si les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, on a bafoué tout ça. C'est difficile pour moi, Madame Karamatou, alors de vous changer, vous, que de changer un enfant qui a 5 ans aujourd'hui. Alors je préfère faire des investissements sur cet enfant qui a 5 ans, plutôt que de me casser la tête pour pouvoir changer des gens qui ont 30, 40, 50, 60, 70 ans. Alors aujourd'hui, le meilleur investissement, aussi bien pour les parents, c'est sur la jeunesse, c'est sur les enfants. Les enfants sont encore capables de beaucoup de choses. Et si nous voulons que nos pays se développent demain, si nous voulons que nos continents se développent demain, il faut qu'on mette le paquet sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Et ce paquet-là consiste d'abord à augmenter déjà le nombre des salles de classe dans nos écoles. Il y a des écoles encore aujourd'hui où vous voyez des enfants sous des appartements dans nos villages. Je me rappelle, il y a 20 ans, quand moi j'étais au primaire, j'avais reçu des enseignements sous des appartements. Mais après 20 ans, on devrait pouvoir finir avec ça sur tout l'étendue du territoire. Je crois que c'est un gros défi, mais on devrait pouvoir le faire. Il faut que nous puissions mettre autant de pression pour que priorité soit donnée à ces domaines-là. Alors, augmenter par exemple les salles de classe des enfants, c'est une prescription qu'on ne peut pas contourner pour les gouvernants. Autre chose. Deuxième chose, il faut créer par exemple des aires de jeu. On a dit le cerveau
la meilleure condition pour que le cerveau puisse bien fonctionner, c'est aller vers le loisir, aller vers des activités physiques. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas où les enfants doivent s'amuser, où les enfants doivent aller faire des activités physiques. Or, les activités physiques contribuent à un grand niveau alors à l'écrosion. Marcel Lefond, j'ai bien peur qu'on n'ait pas assez de temps pour aborder les autres aspects. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez? Oui, on va aller très rapidement. On y va alors on a très peu de temps, on va aller très rapidement. Je voudrais également parler de l'amélioration des conditions des enseignants. Les enseignants ont travaillé, on a fait des... Et ça, c'est du ressort du gouvernement. Des gouvernants. Des gouvernants. Des enseignants ont besoin d'être mis dans de bonnes conditions, mais tous les jours, les gouvernants également créent des conditions. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on offre des formations à nos enseignants pour leur apprendre comment faire travailler leur agent pendant qu'ils travaillent eux-mêmes, par exemple. C'est tellement intéressant, tout ce que vous dites, tout ce que vous proposez rapidement, autre chose. Rapidement, autre chose, je voudrais également demander à ce qu'on veille à l'adéquation des horaires par semaine. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est obligé de sortir du boulot à 17h ou plus tard. Vous, parents, à 17h, si vous sortez du boulot, vous avez la chance d'échanger avec vos enfants avant qu'ils dorment. Les enfants, pareil. Et pour finir et conclure cette conversation, je voudrais vraiment qu'on puisse détaxer tout ce qui est matériel dans le système éducatif afin de pouvoir lier la théorie à la pratique. Merci beaucoup, Marcel Lefond. Alors, la rubrique qui va s'ouvrir à présent, c'est Autant savoir. Et là, nous parlons encore une fois du transport fluvial. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte au tourisme ? Transport fluvial, un atout pour le tourisme, point d'interrogation. On le saura tout à l'heure avec notre invité. Il est un guide touristique, mais avant de le recevoir et d'échanger avec lui, nous allons regarder cet élément de Patrick Adjabodjou. Au niveau du lac Nokwe, le transport fluvial se porte très mal. Aujourd'hui, c'est seulement au sein de la station touristique d'Abomey-Calavi que ceux qui exercent ce transport sont reconnus, mais les autres, à savoir l'embarcadère de Soava et quelques embarcadères de Cotonou, ne sont pas réglementés et ne sont pas reconnus, puisque c'est des gens qui font ce transport de façon clandestine et il n'y a aucun contrôle vis-à-vis de la police fluviale. Et c'est seulement nous qui exerçons au niveau de la station touristique qui réglemente un peu ce transport. La police fluviale à notre côté, nous on ne les voit pas. On ne les voit pas puisque nous voyageons d'ici à Ganvier, d'ici à Soava, d'ici à Sotianroué, mais on ne voit aucun contrôle de la police fluviale. Auparavant, elle a l'habitude, c'est-à-dire la police fluviale a l'habitude de patrouiller et ils contrôlent les barques. Est-ce que ces barques qui transportent les gens ont des gilets de sauvetage? Est-ce que c'est le nombre de personnes exigées? Est-ce que c'est respecté? Donc du coup maintenant on ne voit plus ça, on ne voit pas ces contrôles. On est là, le transport local fait le chargement comme ils veulent. Ceux qui exercent dans ce domaine, ils font le chargement comme ils veulent et ils sont là. Par contre nous, on continue toujours de respecter. Patrick Adjabodjou, qui a travaillé ou qui a aidé Evra Danane dans la réalisation de cette interview. Monsieur, bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien. Vous êtes guide touristique, je l'ai dit tout à l'heure. Dites-nous, depuis quand vous êtes dans cette profession, dans ce métier? Alors, je fais ce métier depuis plus de 3 ans en embarcadère d'Abomey-Calavi. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu? C'est vrai, on a déjà reçu ici, lundi et hier, un acteur qui nous a parlé un peu. Ça, c'est sa version. Est-ce qu'on peut savoir avec vous comment est-ce que les échanges se font de ce côté-là, à l'embarcadère d'Abomey-Calavi? En fait, au niveau de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, si les visiteurs viennent, les touristes viennent, ils vont d'abord à l'accueil. Il y a un bureau pour les renseignements. Ils vont au niveau de ces bureaux remplir les formalités. Et là, on met un guide et un conducteur à leur disposition. Et là, le conducteur, lui, il prend les gilets de sauvetage. Et le guide les suit
Et dans la BAC, le guide est là pour leur donner les informations par rapport à la visite. Et c'est un peu ça se passe au niveau de l'ambassadeur. Mais il y a encore d'autres visiteurs qui viennent et qui échappent un peu au bureau et qui vont directement au niveau de l'ambassadeur et vont voir les transporteurs, ceux qui transportent les autochtones. Parce qu'à ce niveau, le prix est un peu bas. Et ils prennent par ces embarcations. Or, ces embarcations prennent jusqu'à 25-30 personnes. Qui dépasse donc le nombre demandé, c'est 15. C'est 15. Or, avec ces transporteurs, et ils n'ont pas les gilets de sauvetage. Et c'est à supposer que les gens qui transportent savent tous nager. Mais pour les visiteurs, on n'est pas sûr qu'ils savent nager. Donc, c'est un peu risquant de prendre par ces voies pour les visiteurs. Donc, c'est un peu le mal qu'on ressent au niveau de ce cycle. En tout cas, l'ambassadeur d'Abomey-Calavi, est-ce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes dans le système, 3 ans, oui. C'est pas petit. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller découvrir d'autres réalités, les réalités des autres ambassadeurs? Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Oui, il y a aussi, en dehors de l'ambassadeur d'Abomey-Calavi, il y a l'ambassadeur de Soava aussi, où les gens, il y a aussi des guides et des transporteurs qui sont là, ils transportent les touristes. C'est la même chose que ce qui se passe à... C'est apparemment la même chose. Il n'y a rien qui les différencie dans la pratique, dans la gestion même. Dans la gestion, au fait, là, il n'y a pas un bureau où il y a les agents de l'État qui sont là pour régulariser un peu la station. Mais au niveau de l'ambassadeur d'Abomey-Calavi, il y a les agents du ministère du Tourisme qui sont là. D'accord. Oui. Et quand vous parlez de touristes, on retient quand même que pour ceux-là qui nous ont suivis depuis lundi, il y a 2 types de transport fluvial, ceux-là qui transportent les locaux et ceux qui transportent les visiteurs ou les touristes, si vous voulez. Alors, parlons des touristes. Ils sont combien que vous enregistrez? Quand je prends là où vous êtes, vous intervenez à l'ambassadeur d'Abomey-Calavi. Par jour, vous êtes à combien de visiteurs ou de touristes? Oui, pour parler du nombre de visiteurs, ça dépend de la saison. Parce qu'il y a des saisons pendant lesquelles il y a beaucoup de touristes que d'autres. Pendant les vacances, il y a beaucoup de touristes. Et par jour, là, on pourrait enregistrer plus de 50 touristes par jour. Mais en dehors des vacances, c'est à peine 10 touristes par jour. Donc, c'est seulement pendant les vacances que nous avons beaucoup de touristes. Et ces vacances, pour vous, s'étalent sur combien de semaines, combien de mois? C'est sur 2 mois. C'est déjà à partir du mois de juillet jusqu'au mois de fin août. Oui. Vous faites le plein, c'est au moins 50 touristes. Et ces touristes sont de quel type? Ce sont des touristes locaux, c'est-à-dire des Béninois, ou des touristes venus d'ailleurs? D'un peu partout. Sinon, il y a les touristes venus d'ailleurs, mais il y a aussi les Béninois qui sont à l'extérieur, qui viennent, qui désirent aussi visiter, et ils vont. Oui. Mais ceux qui sont régulièrement au Bénin, c'est rare fois qu'on enregistre. Et sinon, bon, ils disent que le prix, le tarif est un peu cher au niveau de l'ambassadeur. Donc, aller visiter là, c'est difficile pour eux parce que le prix est élevé. Donc, le prix n'est pas forcément le même pour les autochtones que pour les étrangers. Ce n'est pas le même. Au fait, le prix ne devait pas être le même. Mais comme il n'y a pas beaucoup de nombre, c'est pourquoi le même prix est appliqué pour tout le monde. Normalement, pour les internes, le prix ne devait pas être ça. Mais comme le nombre n'est pas important pour pouvoir appliquer, parce qu'au niveau de l'ambassadeur, c'est quand vous venez aussitôt payer qu'on vous embarque et qu'on va visiter avec vous. Ça coûte combien? Et en tout cas, on aura le temps de continuer ces échanges. Boniface, le temps pour nous de regarder du côté de la rédaction avec Estelle Pazou pour le 1945, l'heure du journal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. En 2015, les dirigeants du monde ont adopté l'agenda 2030 pour la protection de la planète à travers la mise en œuvre des ODD. 3 ans après, ils réfléchissent au rôle de la jeunesse dans l'atteinte de ces objectifs. À suivre les détails. À disposition à temps, les livrets de pension pour les retraités, c'est le signe d'une bonne gestion des ressources humaines. Les gestionnaires des différents secteurs d'activité sont désormais dans cette dynamique. Et puis nous irons au marché Missébo de Cotonou. Là-bas, il y a des tailleurs qui ne se séparent presque jamais de leur paire de ciseaux. Rafistoler, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Le 25 septembre 2015, les dirigeants du monde adoptaient l'agenda 2030 pour protéger la planète à travers la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable. Dans le cadre du 3e anniversaire de signature de cet agenda, le Bénin est-il sur la bonne voie et quel rôle devraient jouer les jeunes dans la réalisation de ces ODD au Bénin? Réponse avec Ulvaeus Balogun et Louis Koudoubo. L'atteinte des objectifs du développement durable passe aujourd'hui plus que jamais par une réponse adéquate aux défis auxquels le monde est confronté, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, des objectifs interconnectés contre lesquels acteurs publics et privés s'arment dans une démarche globale et universelle. Au Bénin, des actions sont posées au quotidien pour un meilleur impact. Ainsi, 49 cibles ont été retenues au plan national sur les 169 cibles prioritaires. Une fois donc ces cibles retenues, il nous revient donc de les intégrer dans notre document de planification. Cela a été fait et le PAG est fortement ancré sur les 49 cibles que nous avons retenues au Bénin. Il y a le programme, le plan national de développement, le PND, qui est également suffisamment ancré sur les 49 cibles. Et on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des indices de performance. Ces indices doivent nous permettre de dire aujourd'hui le Bénin est à telle proportion dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et même ça va au niveau donc, de chaque objectif et au niveau de chaque cible. Donc ce n'est qu'après que cet outil-là va être rendu disponible qu'on pourra donc dire à quel niveau le Bénin est au niveau donc, de l'agenda 2030 et au niveau de chaque objectif. Un processus dans lequel le rôle de la jeunesse devient impérieux, d'autant qu'un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans et que plus de 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Nous voulons que les jeunes puissent être également associés à ces différentes actions. Certes, la jeunesse est impliquée à travers les jeunes activistes, mais nous voulons que la jeunesse, que ce soit les activistes, que ce soit les universitaires, qu'ils puissent également s'intéresser à la thématique pour qu'ensemble nous puissions identifier la place et le rôle de la jeunesse, les opportunités de collaboration entre les différentes structures et les jeunes. Parce que d'ici 30 ans, ce n'est plus ceux qui ont 50 ans qui vont répondre des ODD. C'est les jeunes de 20 ans, de 15 ans, ils auront 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est eux qui vont répondre. Donc, il faut déjà les formater, les donner le pli pour qu'ils puissent avoir les bagages nécessaires pour répondre des ODD. Un agenda sur lequel veille la société civile. Notre rôle, c'est quoi? Ce n'est pas pour se substituer à l'État béninois. C'est pour être présent dans les communautés là où l'État est absent. Si toutes les parties prenantes, que ce soit les députés, que ce soit dans les populations, que ce soit les OSC, le gouvernement, les secteurs privés, les partenaires techniques ou financiers, les universitaires, si tout cela, chacun joue vraiment son rôle, même si on n'est pas à 100%, on peut être à 80% pour être optimiste. L'agenda 2030 offre ainsi aux jeunes une opportunité pour se mobiliser afin d'influencer les politiques publiques en vue de promouvoir le leadership des jeunes engagés et mobilisés pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Les gestionnaires des différents secteurs d'activité de l'État se sont retrouvés pour réfléchir et dynamiser la gestion des ressources humaines. Ils se sont essentiellement penchés sur les personnes retraitées et la préoccupation a été de trouver les mécanismes pour la mise à disposition à temps de leur livret de pension. Reportage Gloria Ouni. Remettre à bonne date le livret de pension de chaque retraité dès le mois suivant celui de son admission à la retraite. C'est désormais l'objectif que visent les gestionnaires des ressources humaines de l'État. Dynamiser et moderniser l'administration publique à travers le processus de gestion des actes de carrière. Numériser les actes individuels des agents de l'État admis à la retraite va être chose possible et à portée de main.
Des gens qui ont rendu de loyaux services traînent des années après avant d'obtenir leur pension de retraite. Et j'espère qu'avec la dématérialisation qu'on a commencé, les gens pourront rentrer juste après l'admission à la retraite en possession de leur livret de pension. Nous sommes ici pour non seulement présenter tout ce qui est fait jusque-là, mais réfléchir ensemble pour voir comment améliorer ce qui se fait pour donner satisfaction aux usagers clients. La bonne gestion des ressources humaines de l'État par les capacités de ses gestionnaires va garantir un meilleur épanouissement des agents retraités. Le marché Missebo est avant tout réputé pour le commerce des friperies, mais il s'y mène d'autres activités. C'est le cas des tailleurs qu'on y rencontre. Achetez un pantalon, une chemise ou une robe trop ample et ils vous le taillent à votre mesure. Louis Koudogbo, Jennifer Sativi. Cet homme procède à la transformation d'un t-shirt en débardeur pour hommes. Ici au marché Missebo, ils sont nombreux à s'adonner à ce genre de tâches. Nous pouvons transformer un pantalon pour homme en culotte pour enfants et en jupe. Nous pouvons aussi en faire un pantalon pour femmes. Pantalon de peau ménagé, modifié. Bon, sununado, bon yonuna levodo. Et moi, les chocolats de dia. Les chocolats de dia. Bon, mais qu'on bat grandi. Avant. Tel que vous voyez ce pantalon, il a besoin de modifications avant d'être porté. Tous les revendeurs de friperies viennent ici pour bénéficier de nos services. Bon, client debout, nous allons mais nous ça tout à l'heure thérapie là, taille là nous azou né. Mais nous ça tout à l'heure et mindo béné complet. Nous cousons même les draps, les rideaux et les tenues locales. Les tout premiers tailleurs à s'installer à Missebo s'étaient déplacés du marché d'Antokpa en quête d'un meilleur emplacement. C'était au cours des années 70. Ils étaient 4 à s'installer ici. Au départ, ils se servaient du tissu guipu pour coudre des moustiquaires et ensuite des draps avant d'adopter aussi les friperies. Au fur et à mesure, ils ont eu des apprentis et le nombre s'est accru. Donc, et à tout à il un pantalon donc il y a des consignes les bureaux Misseboa donc des sont apprentis de doji apprenti de Susuji. Malgré l'ardeur dont ils font preuve au quotidien, les tailleurs de Missebo restent confrontés à toutes sortes de difficultés. Après le déguerpissement, nous avons perdu beaucoup de clients. Nous n'avons vraiment plus d'emplacement. Depuis ce matin, je n'ai pas pu avoir 500 francs. Mais nous continuons à venir pour ne pas rester sans rien faire. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide parce que nous sommes très sollicités, même par les étrangers. Au marché Missebo, les services des tailleurs sont sollicités aussi bien pour rafistoler que pour coudre. Promouvoir ce secteur d'activité pourrait donc booster l'économie du pays. Au Ghana, le directeur de la Banque centrale, Ernest Addison, a annoncé que son institution maintiendrait à 17% son principal taux d'intérêt. D'après le responsable, cette décision qui a été prise malgré les risques d'inflation devrait permettre au pays d'atténuer les possibles chocs issus de la hausse du prix du carburant et de se prémunir contre les effets néfastes immédiats de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cette mesure intervient après la publication des données économiques et financière du mois de septembre, rendue publique par l'institution et qui indique que la dette publique du pays représentait désormais 65% de son PIB.
Alors que l'on fête la centenaire de sa naissance, les Nations Unies ont tenu le lundi 24 septembre dernier à New York un sommet Nelson Mandela pour la paix en marge du lancement de l'Assemblée générale annuelle de l'institution. Depuis mai 2018, l'Afrique du Sud et l'Irlande ont été mandatés pour négocier une déclaration politique commune qui rend hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, à son héritage politique et appelle tous les États à redoubler d'efforts pour travailler pour la paix. Cette déclaration de bonne intention intervient à un moment où les Nations Unies en manquent cruellement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. La suite du grand rendez-vous, c'est tout de suite et maintenant. Merci. Pazou pour la présentation du 1945 de ce 26 septembre 2018. Alors, retour plateau avec notre ami, le guide touristique Boniface Hondekounou. J'espère que je prononce bien votre nom. Et on disait tantôt que le transport fluvial, en tout cas, il est pratiqué par deux secteurs, deux catégories de personnes, les locaux et les touristes généralement. Mais il faut aussi résumer que ce secteur paraît pas trop connu, en tout cas, par le grand public et très peu pratiqué. Et ceux-là qui utilisent ce transport, c'est en général les commerçants et ceux qui vivent déjà, quand je prends l'exemple de Ganvier, n'est-ce pas? Alors, je voudrais savoir avec vous, à présent, à part Ganvier, quand on prend les eaux sur notre territoire, quel autre site on peut aller découvrir? Oui, en dehors de Ganvier, on peut visiter aussi le village de Sotiankwe. Qui est un village semi-laguiste. Ah oui, hein? Oui, qui a des parties sur terre et des parties sur l'eau. Mais qui est un peu comme Ganvier, sinon l'activité principale là aussi, c'est la pêche. Mais il y a aussi Wedo Agekon. Il y a le village de Wedo Agekon. Et quelle est la particularité de ce village? Le village, c'est un village qui a aussi des parties sur l'eau et des parties sur terre. Mais là, il y a la culture qui domine. Sinon, ils ont beaucoup de terre. C'est-à-dire la culture qui domine. Oui, ils pratiquent l'agriculture. L'agriculture, oui, c'est ça que je voudrais dire. Oui, cultive beaucoup plus que les autres arrondissements. D'accord. Oui, il y a aussi des Kamens. Oui, des Kamens. Il y a aussi Bessou. Mais ça fait beaucoup de sites, hein? Oui, mais Bessou qui est le chef-lieu de la commune de Soava au temps colonial, où il y a là les champs de bataille. Il y a même un bateau déjà gâté laissé par les colons. Oui, à Bessou. Et c'est toujours là quand on... C'est toujours là. Si je prends la décision dans le week-end d'aller faire un tour là-bas, oui. Je verrai donc ce navire des colons. Oui, vous verrez bien ça. Ça fait quand même un attrait touristique, hein, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est vraiment ça. Et mais seulement que là, les gens ne vont pas visiter parce qu'ils ne savent pas. Oui. Sinon, à Bessou, c'était vraiment un ancien lieu attrayant de la commune de Soava. Mais aujourd'hui, comme le chef-lieu, c'est Soava, on n'entend plus parler de Bessou. Bessou a perdu de sa notoriété, oui. Et puis c'est Soava qui a pris la réputation. Évidemment. Mais quand on regarde tout ce que vous avez dit, c'est parce que Ganvier, les gens ont communiqué autour de Ganvier, oui. Que Ganvier est toujours en tête de liste quand on parle de transport fluvial quelque part à visiter. Tout de suite, même à l'extérieur, on voit Ganvier. Alors déjà, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur du transport fluvial? Qu'est-ce que vous faites pour quand même attirer les regards vers ces sites que nous avons au Bénin et qui peuvent apporter quelque chose pour le tourisme du pays? Oui, déjà au niveau de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, nous sommes constitués en une association des guides et conducteurs de la station touristique d'Abomey-Calavi. Et là, nous nous sommes organisés pour faire un peu de publicité autour de ce que nous faisons. Ah oui. Et quand nous avons des touristes, nous parlons avec eux et on leur demande de partager avec nous l'information sur Ganvier. Sinon, comme Ganvier est resté, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent
Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas encore Ganvié, qui sont du Bénin comme d'autres pays. Mais nous faisons ça et nous menons aussi des actions dans les villages pour sensibiliser les gens, parce que là, quand les touristes viennent, ils veulent prendre des photos, la population n'est pas contente. Donc nous les sensibilisons pour les dire que les photos, c'est pour souvenir. Si les touristes prennent ça, c'est pour souvenir, c'est pour se rappeler et montrer ça à d'autres. Et après, ils vont revenir pour dire « Ah, moi-même, je vois ». Nous organisons aussi des actions de courses pour les touristes, pour que ça soit vraiment intéressant. Oui, et nous faisons... c'est quand même beaucoup d'actions, hein, Boniface, que vous menez là. Oui. Mais ça, je vois que c'est juste sur le plan adressé à ceux-là qui sont proches de vous. Alors, par rapport à l'autorité, parce qu'il faut promouvoir aussi les autres sites, je me dis que c'est des sites à promouvoir. Oui, il faut... Sotiankwe, par exemple, et bien d'autres, ceux que vous avez cités tout à l'heure. Oui, Sotiankwe, en fait, les gens ont beaucoup plus leurs idées ou bien ils ont beaucoup entendu parler de Ganvié. Et c'est quand ils viennent à Ganvié, déjà à Ganvié, qu'on les parle de Sotiankwe. Et s'ils désirent, on les amène là-bas, ils vont voir aussi. C'est ce que nous faisons, oui, autour de ça. Mais et pour embarquer, pour aller à Sotiankwe, par exemple, on démarre d'où? Notre barque va quitter où? La barque quitte l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Toujours. Et il y a aussi l'embarcadère d'Abomey-Calavi, c'est l'embarcadère le mieux indiqué. Ça veut dire c'est la centrale. Oui, centrale embarcadère. Oui. Embarcadère centrale. Le ou là, je ne sais pas trop, mais c'est quand même le point central. Le point central, oui. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Boniface Hondekounou. Ça fait un plaisir quand même d'avoir échangé avec vous autour de ce sujet-là. C'est très intéressant. Moi, tout de suite, ça me donne envie d'aller découvrir mon pays, le Bénin. Ça nous ferait vraiment plaisir. Je suis très content d'être invité à cet entretien. Merci. Voilà, c'était donc Autant Savoir et nous avons évacué donc le sujet. Cette semaine, on a parlé dans Autant Savoir du transport fluvial. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. C'est l'heure pour nous de quitter le plateau et d'aller surfer un peu sur la toile ActuWeb. Le top est donné pour la modernisation du réseau de distribution des produits pétroliers. Le projet a été lancé lundi dernier dans le département du Mono. Pour assainir ce milieu, le gouvernement veut mettre à la disposition des acteurs du réseau de contrebande des camions-citernes de transport et de 20 000 mini-stations. Selon le préfet Komlan Zissou, cette réforme permet d'améliorer les conditions de travail de ces acteurs. Il est prévu des séances d'information, de sensibilisation et d'enrôlement des acteurs à tous les niveaux. Au Kenya, plus de 6 000 cartes SIM ont été désactivées pour mauvaise identification. Le délai accordé aux opérateurs de réseau GSM est venu à expiration. Des cartes SIM jugées en infraction vu le accès au réseau bloqué. Francis Wangusi, le directeur général de l'autorité des communications du Kenya, a déclaré qu'un nouvel audit sera conduit au mois de novembre 2018. En cas de découverte de cartes SIM hors la loi, l'opérateur responsable sera puni. Il devra payer une amende pouvant atteindre 0,2% de leur vente annuelle. Le gouverneur de la Banque centrale de la République d'Argentine, BCRA, Luis Caputo, a démissionné hier. Selon le communiqué officiel de la BCRA, la démission de Luis Caputo est motivée par des raisons personnelles. Pour l'économiste argentin Gabriel Rubenstein, il y avait un désaccord avec le Fonds monétaire international sur la politique monétaire. Le FMI a octroyé à l'Argentine près de 50 milliards de dollars pour stabiliser son économie et enrayer la crise du peso.
Luis Caputo n'a passé que 3 mois à la tête de cette institution. Une dernière information pour boucler la revue web. L'acteur américain Bill Cosby a été condamné hier à une peine de plus de 3 ans d'emprisonnement. L'acteur, âgé de 81 ans, était accusé par 60 femmes d'agression sexuelle. Le juge a également ordonné que Bill Cosby soit inscrit à vie sur le registre des prédateurs sexuels violents de Pennsylvanie. Il devra suivre une thérapie mensuelle et se présenter aux autorités chaque trimestre jusqu'à la fin de sa vie. Respecté, adulé, riche, il y a encore 3 ans, Bill Cosby demeurait l'une des figures morales les plus importantes de la communauté noire aux États-Unis. Fin de la revue web, à très bientôt. À vous Fulgencia, agréable soirée. Merci beaucoup à Lourdes Rounou qui a également travaillé avec vous pour la réalisation de ce numéro de l'actualité sur la toile Actu Web. Tout doucement, le grand rendez-vous pour le compte de ce mercredi tend vers la fin, la météo avant de partir. Le grand rendez-vous pour ce mercredi 26 septembre 2018, on en parle désormais au passé. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis de bout en bout. Si vous nous avez pris au vol, eh bien vous avez le temps de rattraper tout ceci demain dans les programmes de votre chaîne de télévision. Merci encore une fois à vous et agréable soirée. À bientôt.